Cléopâtre, septième du nom, est la dernière souveraine des Lagides, une dynastie remontant à Ptolémée, un général grec d'Alexandre le Grand, qui à la mort de ces derniers avait hérité de l'Égypte, les autres généraux du souverain macédonien se partageant le reste de son immense empire, qui s'étendait de la Grèce à l'Indus. Cléopâtre n'est donc pas d'origine égyptienne, cependant elle va au cours de son règne montrer à de nombreuses reprises son amour et sa passion immodérée pour son royaume. Cléopâtre hérite en tant qu'aînée de la double couronne égyptienne à la mort de son père Ptolémée XII vers 51 avant Jésus-Christ, couronne qu'elle doit partager avec le plus âgé de ses trois frères, Ptolémée XIIIe du nom, qui n'a qu'une dizaine d'années. Comme le veut la tradition pharaonique, elle épouse ce dernier, et le couple s'apprête à régner ensemble sur le pays. Cependant, Ptolémée XIII n'est qu'un roi fantoche, entre les mains de ses mentors, les ministres Achilas et Potine, les derniers organisant contre Cléopâtre une révolte probablement vers la fin de -49 avant Jésus-Christ. La jeune reine obligée de s'enfuir se réfugie alors dans un premier temps en Syrie et tente de lever des troupes afin de revenir combattre son jeune frère. Il faut préciser que l'Égypte, en tant que civilisation millénaire et puissance militaire, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été dans le passé. Le temps des Ramsès II et autres bâtisseurs de pyramides est bien révolu. Le pays vit désormais sous la coupe de Rome, la puissance dominante du moment, dont les légions sont quasiment omniprésentes dans le bassin méditerranéen. En août 48 avant Jésus-Christ, une nouvelle arrive à Alexandrie, capitale du royaume. Pompée a été vaincu par son rival Jules César lors de la bataille de Pharsale en Grèce, et ce dernier en fuite demande alors protection et asile à l'Égypte. Dans ce contexte assez confus, Ptolémée XIII fait assassiner Pompée dès son arrivée, sans doute dans le but de plaire et de s'attirer les bonnes grâces du nouveau maître de Rome, qu'est devenu Jules César. Lorsque Cléopâtre apprend ce meurtre, ainsi que l'arrivée imminente de Jules César en Égypte, voilà une occasion unique pour récupérer son trône, d'autant plus que ce dernier l'a convoqué à le rejoindre en présence de son jeune frère, afin de remettre de l'ordre dans le pays. L'entourage de Ptolémée XIII fait tout pour empêcher cette rencontre. Intervient alors, s'il est authentique, le fameux épisode du tapis dans lequel la reine se serait fait enrouler afin de parvenir auprès de César, tapis qui, une fois déployé, délivre Cléopâtre aux pieds du dictateur romain. Ce dernier va littéralement tomber sous le charme de la jeune égyptienne, de 30 ans sa cadette. C'est Suétone, le biographe romain, qui, même s'il écrit un siècle et demi plus tard, affirme que Cléopâtre fut la plus grande passion de César. Il faut dire que Cléopâtre brille par son intelligence. C'est Plutarque qui insiste sur ses qualités intellectuelles, et notamment sur son côté polyglotte. En effet, elle parle le grec, l'égyptien, c'est la première et dernière de sa dynastie à faire cet effort d'ailleurs, mais aussi l'araméen, l'éthiopien, le mède, l'arabe, l'hébreu, la langue des troglodytes, un peuple vivant au sud de la Libye actuelle, et sans doute le latin qu'elle va apprendre auprès de Jules César. À cela s'ajoute une voix qualifiée d'ensorcelante, doublée d'un esprit brillant et cultivé. Pour ce qui est de son apparence physique, difficile de trancher. Elle est tour à tour décrite par les auteurs antiques telle une beauté divine, alors que les quelques pièces de monnaie à son effigie qui nous sont parvenues donnent l'image d'une femme aux traits épais et au nez assez proéminent. Cléopâtre, qui rêve donc secrètement de reconstituer la grandeur de l'Égypte, voit en César la personne idéale qui lui permettra de parvenir à ses fins. Afin de le séduire, elle va tenter de l'éblouir en lui faisant découvrir les merveilles et les charmes de l'Égypte, notamment en organisant un voyage voluptueux sur le Nil en sa compagnie, sur une majestueuse embarcation de près de 300 mètres de long, décorée d'or et de marbre, où les banquets fastueux se succèdent. Cependant, rien ne dure éternellement, et Jules César doit reprendre sa route et quitter Alexandrie, afin de combattre, entre autres, les derniers partisans de Pompée en Afrique. Cléopâtre, qui s'est vu débarrasser de son encombrant jeune frère Ptolémée XIII, quelque temps plus tôt, ce dernier étant mort noyé, la jeune reine épouse alors un autre de ses frères cadets, Ptolémée XIV, à la demande de César lui-même. En réalité, elle est la seule à détenir le pouvoir, mais cependant le pays reste officiellement sous protectorat romain. Jules César, de retour à Rome, décide de convoquer le couple Lagide, et c'est ainsi que Cléopâtre prend le chemin de la ville éternelle. Elle va y séjourner près de 2 ans. Une ombre au tableau cependant, César est déjà marié à une certaine Calpurnia, et les Romains voient d'un mauvais œil cette relation, surtout quand on apprend que cette étrangère lui a déjà donné un fils prénommé Césarion, né en 47 avant Jésus-Christ. Ainsi, Cicéron, le fameux homme politique romain, n'hésitera pas à écrire qu'il déteste la reine, et Pline la surnommera même la Regina Meretrix, à savoir la reine putain. Coup de tonnerre, au début de l'année -44, César est assassiné. Profitant de la situation confuse qui s'ensuit, Cléopâtre décide de quitter Rome à la mi-avril et parvient à Alexandrie en juillet de la même année. À peine de retour dans son royaume,
elle fait assassiner son frère Ptolémée XIV, à la fois monarque inutile et rival potentiel. La naissance de son fils lui assure un successeur éventuel, et elle prend donc seule le titre de reine. Elle va se montrer neutre dans la guerre civile qui va s'engager alors entre d'un côté les Césariens, constitués d'Octave et Marc-Antoine, héritiers et vengeurs de Jules César, et de l'autre côté les républicains composés des conjurés ayant organisé l'assassinat du dictateur, notamment Brutus et Cassius. En 42 avant Jésus-Christ, les Césariens l'emportent à la bataille de Philippès. Ils se partagent alors dans le cadre du second triumvirat le monde romain. Octave, le petit-neveu de César, reçoit Rome et la partie occidentale, alors que l'Orient est dévolu à Antoine, l'ancien bras droit du dictateur assassiné. C'est une aubaine pour Cléopâtre, qui décide aussitôt de se rapprocher de ce dernier. Commence alors une liaison de près de 11 ans, sans doute l'une des plus célèbres de l'histoire. Même s'il est difficile de savoir quelle est la part de calcul dans l'attitude des deux amants, toujours est-il que Marc-Antoine s'installe à Alexandrie et abandonne sa femme Octavie, la sœur même d'Octave, le maître de la partie romaine occidentale. Il se marie officiellement avec Cléopâtre, qui va donner naissance à des jumeaux, un garçon Alexandre Hélios et une fille Cléopâtre Sélénée, ainsi qu'un troisième enfant prénommé Ptolémée Philadelphe. Les relations avec Octave s'enveniment de nouveau en -32 et l'affrontement devient inévitable. Octave, craignant Marc-Antoine pour sa popularité encore forte auprès du Sénat et pour la désignation de Césarion en tant que Ptolémée XV, roi des rois, l'affrontement devient inévitable et une nouvelle guerre civile est à craindre. Pendant ce temps à Rome, Octave ne cesse de dénigrer Antoine par tous les moyens, et surtout Cléopâtre l'égyptienne qui l'accuse d'avoir envoûté ce dernier et de représenter un danger pour l'unité romaine. Un conflit armé débute donc, et voit la victoire des armées d'Octave commandées par son général Agrippa lors de la fameuse bataille navale d'Actium, sur la côte occidentale de la Grèce, en septembre -31. Cléopâtre anticipe rapidement l'issue finale de la guerre. En voyant les navires d'Antoine brûler au loin, elle décide de rompre le combat avec sa flotte. Les derniers mois de son règne sont assez méconnus. Antoine retourne en Égypte et ne prend pratiquement aucune mesure pour lutter contre l'avancée de plus en plus triomphale d'Octave. Il se contente de noyer son chagrin et sa déprime dans le vin, lors de banquets et de fêtes somptueuses. Vers août -30, Octave arrive à Alexandrie. À la fausse nouvelle du suicide de Cléopâtre, Marc-Antoine met fin à ses jours en se jetant sur son épée. Mourant, il est transporté par Cléopâtre dans son propre tombeau. Celle-ci est conduite devant Octave, qui la laisse se retirer avec ses servantes. L'attitude est curieuse de la part du futur Auguste, car il ne semble prendre aucune précaution pour prévenir un éventuel suicide de la reine. La tradition veut que cette dernière se soit donné la mort avec ses deux plus fidèles servantes le 12 août 30 avant Jésus-Christ, en se faisant porter un panier de figues contenant 1 ou 2 serpents venimeux. Toujours est-il que cette version est à la fois la plus courante et la plus shakespearienne, dirons-nous. Si Césarion est exécuté sur ordre d'Octave, les 3 autres enfants d'Antoine et Cléopâtre sont amenés à Rome, où ils sont exposés lors du triomphe d'Octave et par la suite élevés par Octavie, la veuve de Marc-Antoine. Avec le décès de Cléopâtre, c'est non seulement la mort de la dynastie Lagide, mais également la fin de la période hellénistique, l'Empire romain faisant mainmise sur l'Égypte. Avec elle meurt également son rêve inavoué de ressusciter le grand empire d'Alexandre. Cependant, elle continue de nos jours à rester dans toutes les mémoires. Nombre de livres, de films ou de produits en tout genre ne cessent de faire référence à elle. Preuve en est qu'elle continue de fasciner le grand public, comme elle a fasciné de son vivant le monde antique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je développerai sans doute ultérieurement d'autres personnages évoqués ici, certainement ceux de Jules César ou de Marc-Antoine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à poster un commentaire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne historique.